Le 23 septembre 2001, Martín Espinosa, un ornithologue mexicain de 29 ans, disparaît sans laisser de traces dans les marécages isolés de la Camargue. 5 ans plus tard, des gardes du parc naturel régional découvrent des ossements humains éparpillés près d'un ancien canal d'irrigation, accompagnés d'équipements scientifiques endommagés et d'un carnet de terrain aux pages déchirées. L'analyse médico-légale révélera que ces restes appartiennent bien à Martín, mais ce qui trouble le plus les enquêteurs, c'est la découverte d'une série de photographies partiellement détruites, montrant des activités suspectes dans la réserve naturelle. Comment un chercheur passionné par la migration des oiseaux a-t-il pu disparaître dans un territoire qu'il connaissait par cœur ? Et pourquoi ces dernières notes mentionnent-elles des perturbations inhabituelles dans les comportements aviaires de la région? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La Camargue, ce territoire sauvage de 150 000 hectares, situé entre les deux bras du Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône, est reconnu mondialement comme l'une des zones humides les plus importantes d'Europe. Cette région unique, où se mélangent étangs salés, marais d'eau douce et prairies inondables, abrite plus de 400 espèces d'oiseaux, dont les célèbres flamants roses qui viennent s'y reproduire chaque année. En septembre 2001, la station biologique de la Tour du Valat, établissement de recherche de renommée internationale fondé en 1954, accueillait Martín Espinosa dans le cadre d'un programme d'échange avec l'Université nationale autonome du Mexique. Ce jeune homme, au regard perçant, diplômé en biologie avec une spécialisation en ornithologie, était arrivé en France 6 mois plus tôt pour mener une étude comparative sur les routes migratoires des échassiers entre l'Europe et l'Amérique centrale. Martin s'était rapidement intégré à l'équipe dirigée par le docteur Henri Lavigne, directeur de la station biologique depuis 15 ans. Ses collègues français appréciaient son enthousiasme contagieux et sa connaissance encyclopédique des espèces aviaires. Il avait cette capacité rare de reconnaître un oiseau au vol, même à grande distance, se souvenait Marie Delacroix, technicienne de laboratoire. Ses observations étaient d'une précision remarquable. Le chercheur mexicain logeait dans un petit studio aménagé au sein de la station, à quelques kilomètres du village des Saintes Maries de la Mer. Chaque matin, vers 5 heures, on pouvait l'apercevoir partir avec son équipement. Jumelles professionnelles, Zeiss, longue vue, carnet de terrain étanche, appareil photo numérique, canon et GPS portable. Il sillonnait les sentiers tracés dans les marécages, installait ses affûts temporaires et passait des heures à observer les comportements migratoires. Sa recherche portait spécifiquement sur les variations des corridors de migration dues au changement climatique. Martín avait remarqué que certaines espèces modifiaient leur route traditionnelle, phénomène qu'il documentait méticuleusement. Ses rapports hebdomadaires au docteur Lavigne révélaient des données précieuses sur l'adaptation des oiseaux aux modifications environnementales. Carmen Espinosa, sa sœur aînée qui enseignait la littérature à Mexico, gardait un contact régulier avec lui par courrier électronique. Dans ses derniers messages, Martin évoquait sa fascination pour la richesse biologique de la Camargue, mais aussi une certaine inquiétude concernant des perturbations qu'il observait dans les comportements animaux. Il écrivait que les oiseaux semblaient plus nerveux que d'habitude dans certaines zones, rapportera plus tard Carmen aux enquêteurs. Le territoire d'étude de Martin s'étendait principalement dans la partie sud du parc naturel, une zone moins fréquentée par les touristes mais particulièrement riche en biodiversité. Cette région, parsemée de canaux d'irrigation abandonnés datant du XIXe siècle et de cabanes de gardiens en ruine, offrait aux chercheurs un laboratoire naturel exceptionnel. Les marécages y sont plus profonds, les accès plus difficiles, et la végétation de roseaux et de tamaris y forme un labyrinthe impénétrable pour les non-initiés. Le dimanche 23 septembre 2001, Martín Espinosa quitte la station biologique à 5h47 précise,
selon le registre de sortie qu'il signait religieusement chaque matin. Claude Martel, garde-chef du parc naturel régional qui effectuait sa ronde matinale, l'aperçoit vers 6h15, près de l'étang de Vaccarès, marchant d'un pas décidé vers le secteur des Impériaux, une zone marécageuse particulièrement isolée, située à l'est du parc. « Il m'a salué de la main comme d'habitude », témoignera Claude. Il portait son sac à dos kaki, ses bottes de marche et tenait ses jumelles. Rien ne semblait anormal dans son comportement. Il paraissait même particulièrement motivé ce matin-là. Les conditions météorologiques ce jour-là étaient idéales pour l'observation ornithologique. Ciel dégagé, vent faible du nord-ouest, température de 18 degrés Celsius au lever du soleil. Le Mistral des jours précédents était retombé, offrant cette atmosphère calme que recherchent les ornithologues pour leurs observations. Selon son programme de recherche consulté ultérieurement par les enquêteurs, Martin prévoyait de passer la journée dans le secteur des anciens salins des Impériaux pour documenter le passage des barges à queue noire, une espèce de limicole en migration vers l'Afrique. Cette zone, accessible uniquement par un sentier étroit serpentant entre les roselières, était l'un des points d'observation privilégiés du chercheur depuis son arrivée en France. Vers 14h30, Paul Garnier, un photographe animalier amateur qui connaissait bien Martin, remarque son véhicule de service, une Citroën berlingot blanche immatriculée à la station biologique, garée sur le petit parking de terre battue qui dessert les Impériaux. C'était normal de l'y voir, expliquera-t-il aux gendarmes. Il utilisait souvent ce secteur pour ses observations. J'ai pensé qu'il était quelque part dans les marais. À 19h15, alors que l'obscurité commence à tomber, la directrice adjointe de la station, Dr Anne Beaumont, s'inquiète de ne pas voir revenir Martin. Le règlement interne stipulait que tous les chercheurs devaient regagner leur quartier avant 20h pour des raisons de sécurité. Elle tente de le joindre sur son téléphone portable, mais celui-ci sonne dans le vide. À 19h45, accompagné de 2 techniciens de la station, Dr Beaumont se rend au parking des Impériaux. Le véhicule de Martin s'y trouve toujours, porte verrouillée, aucun signe d'effraction. À l'aide de leurs lampes torches, ils explorent les premiers mètres des sentiers adjacents en appelant le nom du chercheur. Mais seuls les cris des hérons cendrés leur répondent dans l'obscurité naissante. À 20h22, Dr Beaumont contacte la brigade de gendarmerie d'Arles. Le maréchal des logis-chefs Jean-Pierre Morin prend la déclaration de disparition et organise immédiatement une première battue nocturne avec l'aide des gardes du parc naturel. Malgré l'utilisation de projecteurs et de mégaphones, les recherches dans l'obscurité s'avèrent infructueuses. Le lundi 24 septembre à l'aube, une opération de recherche d'envergure est déployée. 42 personnes participent aux battues. Gendarmes de la compagnie d'Arles, gardes du parc naturel, membres du GRIMP, groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, volontaires de la protection civile et collègues de la station biologique. 3 hélicoptères de la sécurité civile survolent méthodiquement la zone, tandis que des équipes cynophiles ratissent les secteurs terrestres accessibles. Les recherches se concentrent initialement dans un périmètre de 3 km autour du parking des Impériaux. Cette zone, bien que difficile d'accès, était familière à Martin qui l'avait explorée à de nombreuses reprises au cours des 6 derniers mois. Les enquêteurs établissent une chronologie précise de ses habitudes. Il arrivait généralement sur site vers 6h30, installait son matériel d'observation dans un affût naturel et effectuait des relevés toutes les heures jusqu'en fin d'après-midi. Une découverte troublante survient le mardi 25 septembre. À 11h40, près d'un ancien canal d'irrigation à 800 mètres du parking, l'équipe cynophile localise le sac à dos de Martin, partiellement immergé dans l'eau boueuse. Son contenu révèle des éléments intrigants. Le carnet de terrain, bien qu'humide, est récupérable. L'appareil photo numérique semble intact dans son étui étanche, mais les jumelles et le GPS portable sont introuvables. L'examen du carnet par les experts révèle que les dernières annotations, datées du 23 septembre, font état d'observations ornithologiques classiques effectuées entre 7h15 et 8h30.
Cependant, une note marginale attire l'attention des enquêteurs. Activité inhabituelle, secteur sud, vérifié origine perturbation vol groupé. Cette mention, rédigée d'une écriture plus hâtive que le reste des notes, semble indiquer que Martin avait remarqué quelque chose d'anormal dans le comportement des oiseaux. Les recherches se poursuivent avec une intensité remarquable pendant 3 semaines complètes. L'inspectrice Sophie Girard, de la section de recherche de la gendarmerie d'Aix-en-Provence, prend la direction de l'enquête le 28 septembre 2001. Cette femme de 42 ans, spécialisée dans les disparitions en milieu naturel, applique une méthode systématique qui a fait ses preuves dans des affaires similaires. Nous avons cartographié chaque mètre carré accessible dans un rayon de 5 km, expliquera-t-elle plus tard. La Camargue présente des défis particuliers. Les niveaux d'eau varient selon les saisons. Certaines zones sont impraticables même pour nos équipements spécialisés et la végétation dense peut dissimuler des indices pendant des mois. L'hypothèse d'un accident demeure privilégiée dans les premiers temps. Les marécages de la Camargue, malgré leur beauté, recèlent de nombreux dangers pour les non-initiés. Les anciens canaux d'irrigation, creusés au XIXe siècle puis abandonnés, forment parfois des pièges mortels. Leurs berges instables peuvent céder sous le poids d'un homme, et leurs eaux stagnantes, rendues traîtresses par la végétation aquatique, ont déjà causé plusieurs noyades accidentelles. Cependant, cette explication ne satisfait pas entièrement l'inspectrice Girard. Martine Espinosa connaissait parfaitement ces lieux, note-t-elle dans son rapport. 6 mois d'observation quotidienne lui avaient donné une connaissance intime des dangers du terrain. De plus, ses collègues témoignent de sa prudence habituelle et de son respect scrupuleux des consignes de sécurité. Les jours s'égrènent sans nouvelles découvertes significatives. Le 15 octobre, après avoir élargi le périmètre de recherche à 10 km et mobilisé des plongeurs de la sécurité civile pour explorer les étangs les plus profonds, les autorités suspendent officiellement les opérations de terrain. Le dossier reste ouvert, mais les équipes sont redéployées sur d'autres missions urgentes. Pour la communauté scientifique de la station biologique de la Tour du Valat, la disparition de Martin provoque un choc profond et durable. Le docteur Henri Lavigne, habituellement d'un calme olympien, peine à dissimuler son émotion lors des réunions d'équipe. Nous perdons non seulement un collègue brillant, mais aussi un ami, confie-t-il à ses collaborateurs. Ces recherches sur les modifications des corridors migratoires représentaient des années de travail. C'est une perte irréparable pour la science. L'impact psychologique sur l'équipe se manifeste de diverses manières. Marie Delacroix, qui partageait souvent ses pauses café avec Martin, développe une aversion pour les sorties en solitaire dans les marécages. « Je ne peux plus marcher seule dans ces endroits sans penser à lui », avoue-t-elle. Chaque bruit de roseau qui ploie me rappelle sa présence. Docteur Anne Beaumont, qui se sent partiellement responsable pour n'avoir pas organisé un système de contrôle plus strict, révise entièrement les protocoles de sécurité de la station. Désormais, aucun chercheur ne peut s'aventurer seul dans les zones isolées sans avoir communiqué un itinéraire précis et des horaires de retour. Un système de radio portable est également mis en place pour maintenir le contact avec la base. Au Mexique, la famille Espinosa traverse une période d'épreuve particulièrement difficile. Carmen, la sœur de Martin, s'envole pour la France dès l'annonce de la disparition. Elle passe 15 jours sur place, participant aux recherches, rencontrant les enquêteurs et tentant de comprendre les circonstances de la disparition de son frère. « Je refuse d'accepter qu'il ait simplement disparu », déclare-t-elle à l'inspectrice Girard. Martin était méticuleux, organisé. Il ne se serait jamais mis en danger inconsidérément. De retour au Mexique, Carmen entreprend ses propres démarches. Elle contacte l'ambassade de France, sollicite l'aide du ministère des Affaires étrangères mexicain et maintient une correspondance régulière avec les autorités françaises. Chaque mois, elle adresse une lettre à l'inspectrice Girard pour demander l'état d'avancement de l'enquête. Ces courriers, rédigés dans un français approximatif mais touchant, témoignent d'une douleur qui ne s'atténue pas avec le temps. Les parents de Martin, Alejandro et Isabel Espinosa,
propriétaires d'une petite exploitation agricole dans l'État de Jalisco, vivent cette épreuve avec la résignation douloureuse de gens simples confrontés à l'incompréhensible. Notre fils était parti si loin pour étudier les oiseaux, confiera Alejandro à un journaliste local. Nous étions fiers de ses études, mais nous ne comprenions pas vraiment ce qu'il faisait là-bas, dans ces marais français. En France, l'affaire continue d'intriguer la presse locale. Le journal La Provence consacre plusieurs articles à la disparition, notamment grâce au travail de la journaliste Sylvie Moreau qui suit l'enquête depuis le début. Ces reportages mettent en lumière les difficultés particulières des recherches en milieu marécageux et interrogent sur la sécurité des chercheurs isolés. Cette disparition soulève des questions importantes sur les protocoles de sécurité dans les réserves naturelles, écrit Sylvie Moreau dans son éditorial du 12 novembre 2001. Comment un scientifique expérimenté peut-il s'évanouir sans laisser de traces dans un territoire qu'il arpentait quotidiennement ? Les autorités du parc naturel doivent-elles renforcer la surveillance des zones les plus isolées ? L'inspectrice Girard continue de recevoir régulièrement des témoignages de personnes qui pensent avoir aperçu Martin après sa disparition. Un couple de retraités allemands affirme l'avoir vu le 25 septembre près d'Aigues-Mortes, à 15 km de la zone de recherche. Un gardien prétend avoir croisé un homme correspondant à sa description le 30 septembre dans les environs du Sambuc. Un touriste britannique est certain de l'avoir photographié par hasard le 2 octobre près des remparts de Sainte-Marie-de-la-Mer. Chacun de ces témoignages fait l'objet d'une vérification minutieuse. Les enquêteurs se déplacent, recueillant les dépositions, examinent les photographies, mais aucune de ces pistes ne résiste à l'analyse. Les témoins se trompent de date, confondent les personnes, ou leurs souvenirs s'avèrent trop imprécis pour être exploitables. Dans ce type d'affaires, nous recevons toujours de nombreux témoignages de bonne foi mais inexacts, explique l'inspectrice Girard. Les gens veulent aider, mais la mémoire humaine est fragile. Au fur et à mesure que les mois passent, l'espoir de retrouver Martin vivant s'amenuise. L'inspectrice Girard classe le dossier en disparition inquiétante et le transmet au fichier national des personnes recherchées. Les recherches actives cessent, mais l'enquête reste officiellement ouverte. Périodiquement, lors de leur patrouille, les gardes du parc naturel gardent un œil attentif sur tout élément susceptible d'éclairer le mystère. Claude Martel, le garde-chef qui avait été l'une des dernières personnes à voir Martin vivant, développe une routine particulière. Chaque mois, il effectue une ronde supplémentaire dans le secteur des Impériaux, scrutant les moindres recoins, espérant découvrir un indice qui aurait échappé aux recherches officielles. C'était devenu une obsession, reconnaîtra-t-il plus tard. Je me sentais responsable. J'aurais dû lui proposer de l'accompagner ce matin-là. L'année 2002 s'écoule sans développement notable. L'inspectrice Girard reçoit quelques signalements sporadiques, tous vérifiés et infructueux. En mars, des ossements sont découverts près d'un étang, mais l'analyse médico-légale révèle qu'ils appartiennent à un sanglier. En juillet, un promeneur trouve des vêtements en lambeaux accrochés à des roseaux, mais ils s'avèrent trop dégradés pour permettre une identification. La station biologique reprend progressivement son rythme normal. Un nouveau chercheur, Dr Philippe Carrière, spécialiste en écologie marine, rejoint l'équipe en septembre 2002 pour un projet sur la biodiversité des lagunes côtières. Bien qu'il n'occupe pas exactement le même poste que Martin, sa présence aide l'équipe à tourner la page douloureuse de cette disparition. Cependant, le mystère continue de hanter les esprits. Dr Lavigne conserve le bureau de Martin dans l'état où il l'a laissé, ses notes de recherche soigneusement rangées, ses livres d'ornithologie alignés sur les étagères. C'est irrationnel, admet-il, mais j'espère toujours qu'il va pousser la porte et reprendre son travail comme si rien ne s'était passé. En 2003, l'affaire refait surface dans les médias lors du 2e anniversaire de la disparition. La chaîne France 3 Provence-Alpes diffuse un reportage de 20 minutes intitulé « Martin Espinosa, l'énigme de la Camargue ». Le documentaire retrace les circonstances de la disparition et donne la parole aux enquêteurs, aux collègues du chercheur et à sa sœur Carmen, qui s'exprime depuis Mexico par liaison satellite.
2 ans après, nous n'avons toujours aucune certitude sur ce qui est arrivé à Martin, déclare l'inspectrice Girard, face aux caméras. L'hypothèse de l'accident reste privilégiée, mais nous gardons l'esprit ouvert à toutes les possibilités. Quelqu'un, quelque part, détient peut-être une information cruciale sans s'en rendre compte. Ce reportage génère un nouveau flux de témoignages, mais comme les précédents, il ne débouche sur aucune piste concrète. L'affaire retombe progressivement dans l'oubli médiatique, rejoignant la longue liste des mystères non résolus. Les années 2004 et 2005 s'écoulent dans une relative indifférence. L'inspectrice Girard, promue au grade de capitaine, continue de suivre le dossier par intermittence. Elle reçoit occasionnellement des courriers de Carmen Espinosa, toujours à la recherche de réponses sur le sort de son frère. Ces lettres, empreintes d'une tristesse résignée, témoignent d'une famille qui apprend lentement à vivre avec l'absence et l'incertitude. À la station biologique, une petite plaque commémorative est apposée en 2004 à l'entrée du laboratoire d'ornithologie. À la mémoire de Martín Espinosa, 1972-2001, chercheur passionné dont les travaux sur la migration aviaire continuent d'inspirer nos recherches. Cette reconnaissance officielle marque symboliquement l'acceptation tacite que le jeune scientifique ne reviendra probablement jamais. Le 14 mars 2006, un événement météorologique exceptionnel va bouleverser le cours de cette affaire. Une tempête méditerranéenne d'une rare violence s'abat sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les vents, soufflant à plus de 120 km/h, causent des dégâts considérables sur tout le littoral. En Camargue, les niveaux d'eau montent dramatiquement, sous l'effet conjugué des pluies torrentielles et de la submersion marine. Cette tempête du siècle, comme la baptiseront les météorologues, modifie profondément la topographie des marécages. Des canaux ensablés depuis des décennies sont recreusés par la force des eaux. Des îlots émergent là où s'étendaient des plans d'eau. Et d'anciens méandres, oubliés depuis des générations, réapparaissent soudainement à la surface. Le 18 mars, 4 jours après la tempête, Laurent Fernandez et Didier Bataille, gardes du parc naturel régional, effectuent leur première tournée d'évaluation des dégâts dans le secteur des Impériaux. Le paysage qu'ils découvrent les laisse stupéfaits. C'était comme si la nature avait redessiné toute la géographie, témoignera Laurent. Des endroits que nous connaissions par cœur étaient devenus méconnaissables. Vers 11h30, alors qu'ils progressent péniblement à travers les débris végétaux accumulés par la tempête, Didier remarque quelque chose d'inhabituel près d'un ancien canal d'irrigation qui vient d'être partiellement dégagé par les eaux. Au début, j'ai cru que c'était un morceau de bois blanchi par le soleil, racontera-t-il. Mais en m'approchant, j'ai réalisé que la forme était trop régulière, trop humaine. Les 2 hommes découvrent alors ce qui ressemble indéniablement à un os long, probablement un fémur, partiellement enfoui dans la vase noirâtre. À quelques mètres, d'autres fragments osseux sont visibles, dispersés par la violence des eaux. Laurent, qui a suivi une formation de premier secours, sait qu'il ne faut toucher à rien. Il marque immédiatement le périmètre avec des branches et contacte la gendarmerie par radio. À 12h05, le maréchal des logis chef Vincent Dubois, successeur de Jean-Pierre Morin parti à la retraite, arrive sur les lieux accompagné de l'adjudant Caroline Perrin. Leur première constatation confirme les craintes des gardes. Ils se trouvent effectivement face à des restes humains. La disposition des ossements et leur état de conservation suggéraient qu'ils étaient là depuis plusieurs années, notera l'adjudant Perrin dans son rapport. L'inspectrice Sophie Girard, immédiatement alertée, se rend sur place dans l'après-midi, accompagnée du docteur François Martineau, médecin légiste du centre hospitalier d'Arles. L'expertise préliminaire révèle la présence d'au moins 6 os distincts, un fémur, un tibia, 2 côtes, un radius et ce qui pourrait être un fragment de crâne. Leur état de minéralisation, caractéristique des eaux immergées dans une eau riche en sels minéraux, indique une exposition prolongée aux éléments. Les conditions particulières de la Camargue, avec ses eaux chargées en sel et sa boue anaérobie, peuvent remarquablement bien préserver les restes organiques, explique le docteur Martineau.
Ces ossements pourraient avoir séjourné ici pendant plusieurs années sans se décomposer complètement. Mais la découverte la plus troublante survient le lendemain matin, lors de la fouille systématique du périmètre. À 15 mètres du premier site, les enquêteurs mettent au jour des fragments d'équipement manifestement scientifiques. Un objectif d'appareil photo, encore identifiable, malgré les dégradations. Des morceaux de plastique noir qui pourraient provenir d'un boîtier électronique. Et surtout, des lambeaux de cuir brun qui correspondent parfaitement à la description du carnet de terrain de Martin. L'inspectrice Girard ressent immédiatement l'importance de cette découverte. Après 5 ans d'enquête infructueuse, nous tenions enfin des éléments tangibles, déclara-t-elle. Bien sûr, il fallait confirmer scientifiquement que ces restes appartenaient à Martin Espinosa, mais la localisation et les objets associés rendaient cette hypothèse très crédible. La zone de découverte, située à environ 1,2 km au sud-ouest du parking des Impériaux, correspond effectivement au secteur que Martin explorait régulièrement selon ses collègues. Cependant, ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que cette area avait été minutieusement fouillé en 2001 sans donner le moindre résultat. Soit nous sommes passés à côté lors des premières recherches, ce qui est peu probable vu le professionnalisme de nos équipes, soit ces restes ont été déplacés par des phénomènes naturels, analyse l'inspectrice Girard. Le docteur Martineau privilégie la seconde hypothèse. Les tempêtes successives, les crues saisonnières et l'action de la faune sauvage peuvent déplacer des ossements sur des distances considérables, explique-t-il. Il est tout à fait possible que le corps de M. Espinosa ait initialement reposé dans une zone inaccessible, puis que les éléments l'aient progressivement transporté vers ce lieu de découverte. L'identification formelle des restes nécessite des analyses ADN approfondies. Les ossements et les échantillons de comparaison fournis par la famille Espinosa sont envoyés au laboratoire de police scientifique de Marseille. L'attente des résultats, qui durera 3 semaines, maintient toutes les parties prenantes dans un état de tension extrême. Carmen Espinosa, informée de la découverte par un coup de téléphone de l'inspectrice Girard, prend immédiatement l'avion pour la France. Après 5 ans d'incertitude, j'ai enfin l'espoir d'obtenir des réponses, déclare-t-elle à son arrivée à l'aéroport de Marseille. Même si ces réponses sont douloureuses, elles permettront à notre famille de faire son deuil. À la station biologique, la nouvelle de la découverte provoque des réactions contrastées. Dr Lavigne exprime un mélange de soulagement et de tristesse. D'une certaine manière, nous sommes soulagés de savoir enfin ce qui est arrivé à Martin, mais cela confirme aussi nos pires craintes. Marie Delacroix, qui travaille toujours au laboratoire, avoue être bouleversée, mais reconnaissante d'avoir enfin une forme de closure. Le 8 avril 2006, les résultats de l'analyse ADN arrivent par courrier express au bureau de l'inspectrice Girard. Le rapport du laboratoire est formel. Les ossements découverts dans les marais de Camargue appartiennent effectivement à Martin Espinosa. Cette confirmation officielle relance immédiatement l'enquête avec une intensité nouvelle. Nous savons maintenant où et quand M. Espinosa est décédé, déclare l'inspectrice Girard lors d'une conférence de presse organisée le lendemain. Mais nous devons encore déterminer les circonstances exactes de sa mort. S'agit-il d'un accident, comme nous l'avons longtemps supposé, ou y a-t-il d'autres facteurs à considérer? L'examen médico-légal approfondi des ossements réalisé par le docteur Martineau en collaboration avec un spécialiste de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale révèle des éléments intrigants. L'absence de fractures caractéristiques d'une chute ou d'un accident majeur écarte l'hypothèse d'une mort traumatique immédiate. L'état de conservation des os ne permet pas de déterminer avec certitude la cause du décès. Mais plusieurs indices suggèrent que Martin pourrait avoir survécu quelque temps après sa disparition. L'analyse taphonomique indique que les restes ont séjourné dans un environnement humide, mais à l'abri de la lumière directe pendant une période prolongée, explique le docteur Martineau. Cela pourrait signifier que le corps était initialement dissimulé, puis exposé aux éléments par des phénomènes naturels ultérieurs. Cette révélation orientait l'enquête vers de nouvelles pistes. Si Martin n'est pas mort immédiatement d'un accident,
Que s'est-il passé entre sa disparition le 23 septembre 2001 et son décès? A-t-il tenté de survivre dans les marécages? A-t-il été séquestré? Cette possibilité, écartée jusqu'alors faute d'éléments probants, refait surface avec une acuité nouvelle. L'inspectrice Girard décide de reprendre l'enquête depuis le début, avec un regard neuf sur tous les éléments du dossier. Elle reconstitue minutieusement les derniers jours de Martin, recontacte tous les témoins, réexamine chaque pièce à conviction. 5 ans après, nous disposons d'un recul et d'outils d'investigation plus performants, justifie-t-elle. Des détails qui nous avaient peut-être échappé en 2001 pourraient prendre aujourd'hui une signification différente. La réexamination du carnet de terrain de Martin, conservé depuis 2001 dans les scellés judiciaires, apporte des révélations surprenantes. Grâce aux nouvelles techniques de restauration de documents dégradés, les experts parviennent à déchiffrer des annotations marginales jusqu'alors illisibles. Ces notes, rédigées dans un mélange d'espagnol et de français, évoquent des perturbations répétées dans les comportements aviaires, des déplacements humains anormaux dans des zones habituellement désertes et surtout une mention troublante datée du 22 septembre. Vérifier activité nocturne, secteur sud, oiseau trop nerveux journée. Ces découvertes suggèrent que Martin avait remarqué des activités suspectes dans la réserve naturelle, suffisamment préoccupantes pour qu'il envisage une surveillance nocturne. « Nous tenons peut-être là le mobile de sa disparition », confie l'inspectrice Girard à son équipe. « Si monsieur Espinosa a découvert des activités illégales, cela pourrait expliquer pourquoi il n'est jamais revenu de cette dernière sortie. » L'enquête prend alors une dimension nouvelle. Les gendarmes commencent à s'intéresser aux activités humaines qui auraient pu se dérouler clandestinement dans les marécages en 2001. Plusieurs pistes émergent rapidement. Braconnage d'espèces protégées, trafic de drogue utilisant la Camargue comme zone de transit, ou encore exploitation illégale des ressources naturelles. Claude Martel, le garde-chef qui patrouillait dans la région depuis 15 ans, devient un témoin clé de cette nouvelle phase d'investigation. Questionné à nouveau sur les activités inhabituelles qu'il aurait pu observer à l'époque, il évoque effectivement quelques incidents troublants. En septembre 2001, j'avais remarqué des traces de véhicules dans des endroits où les voitures n'avaient rien à faire, se souvient-il. Des ornières fraîches sur des sentiers censés être interdits à la circulation. J'avais pensé à des touristes indisciplinés, mais avec le recul, ces témoignages conduisent les enquêteurs à examiner de plus près les activités de braconnage dans la région. La Camargue, malgré sa protection officielle, reste une cible privilégiée pour les trafiquants d'animaux sauvages. Ces espèces rares, notamment certains oiseaux, se négocient à prix d'or sur le marché noir international. En 2001, plusieurs opérations de lutte contre ce trafic avaient été menées par les services de la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. L'inspectrice Girard prend contact avec ses collègues de la Brigade de protection de l'environnement. Leurs archives révèlent qu'en septembre 2001, ils soupçonnaient effectivement l'existence d'un réseau de braconnage opérant dans le secteur des impériaux. Nous avions des indices sur des captures illégales d'espèces protégées, mais nous n'avions jamais pu identifier les responsables, explique le lieutenant-colonel Michel Roussel, chef de la brigade à l'époque. Cette information constitue un tournant majeur dans l'enquête. Pour la première fois depuis 5 ans, les enquêteurs disposent d'un mobile plausible pour expliquer la disparition de Martin Espinosa. Si le jeune ornithologue avait découvert des activités de braconnage et tenté de les documenter, il aurait pu représenter une menace directe pour les trafiquants. L'analyse des photographies numériques récupérées dans l'appareil de Martin, dégradées mais partiellement exploitables grâce aux nouvelles technologies de restauration d'images, révèle des clichés troublants pris dans les jours précédant sa disparition. Plusieurs montrent des installations de capture artisanales, filets camouflés, cages dissimulées dans la végétation, qui ne correspondent à aucune activité de recherche officielle. Ces images constituent des preuves formelles d'activité de braconnage dans la réserve, constate l'inspectrice Girard.
Martin Espinosa avait manifestement découvert cette opération et avait commencé à la documenter. Cela explique pourquoi il envisageait une surveillance nocturne. Le 3 mai 2006, Jean-Luc Bonnard, 47 ans, mécanicien automobile à Arles, est convoqué au bureau de l'inspectrice Girard pour un interrogatoire dans le cadre de l'enquête sur la mort de Martine Espinosa. Cet homme au physique imposant, aux mains calleuses, marqué par des années de travail manuel, accepte de répondre aux questions sans la présence d'un avocat, affirmant n'avoir rien à cacher. L'interrogatoire débute à 14h30 dans les locaux de la gendarmerie d'Arles. Bonnard, installé face à l'inspectrice Girard et à l'adjudant Perrin, adopte une attitude apparemment décontractée. Mais ses gestes trahissent une nervosité grandissante au fur et à mesure que les questions se précisent. Monsieur Bonnard, vous avez été condamné en 2003 pour trafic d'animaux sauvages en Camargue. Pouvez-vous nous expliquer la nature exacte de vos activités entre 1999 et 2002 commence l'inspectrice Girard. J'ai payé ma dette à la société, répond Bonnard d'une voix rauque. C'était juste quelques oiseaux pour des collectionneurs, rien de bien méchant. La nature en produit tellement. Quelques oiseaux? Selon le dossier judiciaire, vous dirigiez un réseau organisé qui capturait des espèces protégées pour les revendre à l'étranger. Nous parlons de plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, précise l'adjudant Perrin en consultant ses notes. Le visage de Bonnard se durcit légèrement. Les gendarmes ont toujours tendance à exagérer. C'était de la petite délinquance, pas du grand banditisme. L'inspectrice Girard sort alors de son dossier les photographies partiellement restaurées trouvées dans l'appareil de Martine. Les images, bien qu'endommagées, montrent clairement des installations de capture clandestines dans les marécages. Reconnaissez-vous ces installations, monsieur Bonnard? L'homme observe les clichés pendant de longues secondes, son regard se troublant progressivement. Ça pourrait être n'importe qui. Il y avait plusieurs équipes qui travaillaient dans le coin à l'époque. Ces photographies ont été prises par Martine Espinosa entre le 15 et le 22 septembre 2001 dans le secteur des Impériaux où vous opériez. Que pouvez-vous nous dire sur cette période? Bonnard se redresse sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Je ne vois pas le rapport avec cette histoire de chercheurs disparus. Moi, je ne m'occupais que d'oiseaux, pas d'humains. Justement, parlons de ce chercheur, intervient l'adjudant Perrin. Martine Espinosa était ornithologue. Il passait ses journées dans les marécages à observer les oiseaux. Il était parfaitement placé pour remarquer vos activités. Il y avait plein de gens qui se promenaient dans les marais, des touristes, des photographes, des scientifiques. On ne pouvait pas surveiller tout le monde. L'inspectrice Girard change de stratégie et aborde la question sous un angle différent. Monsieur Bonnard, qui d'autre faisait partie de votre réseau en septembre 2001? J'ai déjà tout dit lors de mon procès. Je travaillais avec mon cousin René et deux gars du coin, Patrick Meunier et Alain Giraud. Mais eux, ils n'ont jamais été inquiétés parce qu'ils avaient de bons avocats. Cette information est cruciale. L'inspectrice Girard note soigneusement ces noms, qu'elle fera vérifier immédiatement par ses équipes. Ces hommes étaient-ils présents dans les marécages le week-end du 22-23 septembre 2001? Bonnard hésite longuement avant de répondre. C'est possible. On travaillait souvent les week-ends, moins de surveillance officielle. Qu'est-ce qui se passait quand quelqu'un découvrait vos installations? On changeait d'endroit, c'est tout. La Camargue est grande. Et si cette personne avait pris des photos, si elle menaçait de vous dénoncer aux autorités? Le silence qui suit cette question dure près d'1 minute. Bonnard fixe ses mains posées sur la table, son front perlé de sueur malgré la fraîcheur de la pièce. Monsieur Bonnard, je vous repose la question. Que faisiez-vous quand quelqu'un menaçait de révéler vos activités? On essayait de le raisonner, de lui expliquer qu'on ne faisait de mal à personne. Et si cette personne refusait de se laisser raisonner? Nouveau silence prolongé. L'inspectrice Girard sent qu'elle touche au but. Monsieur Bonnard, avez-vous rencontré Martin Espinosa le 23 septembre 2001? Je ne me souviens pas de cette date précise. Pourtant, c'est le jour où il a disparu. C'est aussi un dimanche, jour où vous travaillez habituellement selon vos propres déclarations.
Bonnard commence à montrer des signes évidents de stress. Ses mains tremblent légèrement, sa voix devient plus aiguë. Il y avait tellement de gens. Comment voulez-vous que je me souvienne d'une personne en particulier? L'adjudant Perrin sort alors une photographie de Martin, prise quelques jours avant sa disparition. Cet homme, vous l'avez forcément remarqué. Il venait dans votre secteur tous les jours depuis des mois. Il avait du matériel professionnel, il prenait des photos. « Ah, celui-là !» s'exclame soudain Bonnard comme si la mémoire lui revenait. « Oui, je l'avais vu plusieurs fois, toujours avec ses jumelles et son appareil photo. On se demandait ce qu'il faisait exactement. Et qu'avez-vous fait de cette curiosité? Rien de spécial. René disait qu'il fallait peut-être aller lui parler, mais moi, je préférais l'éviter. Votre cousin René Bonnard? Oui, il était plus direct que moi dans sa façon de gérer les problèmes. Cette déclaration constitue un tournant majeur dans l'interrogatoire. L'inspectrice Girard comprend qu'elle tient enfin un fil conducteur vers la vérité. Où pouvons-nous trouver votre cousin René? Il est mort dans un accident de voiture en 2004 sur la route de Montpellier. L'information tombe comme un couperet. René Bonnard, potentiellement l'homme qui détenait les clés du mystère, a emporté ses secrets dans la tombe. Mais Jean-Luc semble soudain libéré par cet aveu partiel. « Écoutez, inspectrice, » reprend-il d'une voix moins assurée, « René était un type violent. Moi, je ne voulais que capturer quelques oiseaux pour arrondir mes fins de mois. Mais lui, il voyait les choses autrement. Il disait que notre business ne pouvait pas tolérer les témoins gênants. Que s'est-il passé le 23 septembre 2001, monsieur Bonnard ?» Bonnard prend une profonde inspiration, comme s'il se préparait à franchir un point de non-retour. Ce matin-là, René m'a appelé vers 7 heures. Il m'a dit qu'il avait repéré le scientifique mexicain près de nos installations, qu'il était en train de tout photographier. Il voulait que je vienne l'aider à régler le problème. Et vous avez accepté ? J'ai essayé de le dissuader au téléphone. Je lui ai dit qu'on pouvait juste déménager nos équipements ailleurs. Mais René était déjà parti vers les marais. Il m'a dit de le rejoindre près du canal des Impériaux. L'inspectrice Girard sent son cœur s'accélérer. Après 5 ans d'enquête, elle va enfin connaître la vérité sur les derniers moments de Martine Espinosa. À quelle heure êtes-vous arrivé sur place? Vers 8h30. René était déjà là, avec Patrick et Alain. Ils avaient coincé le chercheur près d'une de nos installations de capture. L'homme avait son appareil photo à la main. Décrivez-nous précisément la scène. Bonnard ferme les yeux, comme pour mieux se remémorer. Le scientifique était debout près du canal, entouré par les 3 autres. Il avait l'air effrayé, mais il essayait de négocier. Il parlait français avec un accent, il disait qu'il ne voulait pas créer d'ennui, qu'il était juste là pour étudier les oiseaux. Qu'ont répondu vos complices? René lui a demandé de donner son appareil photo et de promettre qu'il ne dirait rien à personne. Mais le scientifique a refusé. Il a dit que ce qu'on faisait était illégal, que les oiseaux qu'on capturait étaient protégés par la loi. Et ensuite, Patrick a essayé de lui arracher l'appareil. Il y a eu une bousculade. Le scientifique était plus jeune et plus agile qu'eux. Il a réussi à s'échapper et à courir vers les roseaux. L'inspectrice Girard visualise parfaitement la scène que décrit Bonnard. Les marécages de la Camargue, avec leurs canaux aux berges instables et leur végétation dense, ne facilitent pas la fuite d'un homme poursuivi. Vos complices l'ont poursuivi? Oui, René était furieux. Il disait qu'on ne pouvait pas le laisser s'échapper avec ses photos. Ils l'ont rattrapé au bout de 5 minutes, près d'un ancien moulin à vent en ruine. Que s'est-il passé alors? Bonnard marque une pause, visiblement bouleversé par ses propres souvenirs. Il y a eu une nouvelle altercation. Le scientifique essayait toujours de protéger son appareil. René était de plus en plus violent. Il l'a poussé violemment. Et vous, que faisiez-vous pendant ce temps? J'essayais de les calmer. Je leur disais qu'on allait trop loin, qu'il fallait juste récupérer l'appareil et laisser partir l'homme. Mais ils ne vous ont pas écouté? René était comme fou. Il a dit que le scientifique en savait trop, qu'ils pourraient tous nous identifier. Patrick et Alain étaient d'accord avec lui. Ils avaient peur de finir en prison. L'inspectrice Girard pose la question fatale. Comment Martine Espinosa est-il mort, monsieur Bonnard?
Il y a eu un coup. René l'a frappé avec une branche d'arbre. Le scientifique s'est effondré et il ne s'est plus relevé. Le silence qui suit cette révélation est pesant. L'adjudant Perrin, qui prenait des notes depuis le début de l'interrogatoire, arrête son stylo. L'inspectrice Girard, malgré ses années d'expérience, ressent l'émotion qui accompagne toujours la révélation de la vérité dans une affaire criminelle. Était-il mort immédiatement? Non, il respirait encore, mais il était inconscient. René a dit qu'il fallait l'emmener loin de nos installations. On l'a transporté jusqu'à un endroit plus isolé, près d'un ancien canal. Et là, on l'a laissé. René disait qu'il allait reprendre conscience et qu'il pourrait rentrer chez lui. Mais moi, je voyais bien qu'il était gravement blessé. Vous l'avez abandonné mourant dans les marécages? Je ne voulais pas. J'ai supplié René d'appeler les secours, de l'emmener à l'hôpital. Mais il a refusé. Il a dit que si le scientifique mourait, ce serait un accident, mais que si on l'aidait, on serait tous impliqués. Cette confession confirme les hypothèses du docteur Martineau sur les circonstances de la mort de Martin. Le jeune chercheur n'est pas mort immédiatement du coup reçu, mais a probablement agonisé pendant des heures, seul dans les marécages, sans possibilité de porter secours. Qu'avez-vous fait de son matériel? René a pris l'appareil photo et l'a détruit. Le sac à dos, on l'a jeté dans un canal pour faire croire à un accident de noyade. Et vous n'avez jamais eu de remords? Bonnard fond en larmes, libérant enfin des années d'angoisse refoulées. Chaque nuit, depuis 5 ans, je revois sa tête. Ce garçon ne nous avait rien fait. Il aimait juste les oiseaux, comme nous on aimait les capturer. C'était pas juste. L'inspectrice Girard suspend l'interrogatoire à 18h45 pour permettre à Jean-Luc Bonnard de signer sa déposition et de contacter un avocat. Ses aveux circonstanciés, recoupés avec les éléments matériels découverts, permettent enfin de reconstituer les dernières heures de Martine Espinosa. Le lendemain matin, les gendarmes se rendent au domicile de Patrick Meunier, 52 ans, ouvrier agricole à Salins-de-Giraud. Confronté aux déclarations de Bonnard, l'homme s'effondre rapidement et confirme l'essentiel des faits. « On ne voulait pas le tuer », répète-t-il sans cesse. Ça a dérapé. René était incontrôlable ce jour-là. Alain Giraud, le troisième complice, est interpellé dans l'après-midi à son travail dans une exploitation équestre des environs des Saintes-Maries-de-la-Mer. Cet homme de 49 ans, père de famille sans antécédents judiciaires, avoue immédiatement sa participation aux événements. « Depuis 5 ans, je vis avec cette culpabilité », déclare-t-il aux enquêteurs. « Chaque fois que je vois la famille de quelqu'un qui a disparu à la télévision, je pense à la sœur de ce pauvre garçon. » Les 3 hommes sont mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril. L'accusation de meurtre est écartée, les enquêteurs estimant que l'intention de donner la mort n'était pas caractérisée, malgré la violence de l'agression. Carmen Espinosa, informée des développements de l'enquête, arrive en France le 8 mai, accompagnée de ses parents. Cette femme de 34 ans, marquée par 5 années d'incertitude, exprime des sentiments contradictoires face à ces révélations. « Je suis soulagée de connaître enfin la vérité sur ce qui est arrivé à Martin », déclare-t-elle. « Mais je suis révoltée par la lâcheté de ces hommes qui l'ont abandonné mourant dans les marais. » La reconstitution judiciaire organisée le 15 mai 2006 permet de préciser les derniers détails de l'affaire. Sur les lieux mêmes du drame, en présence des 3 accusés, du juge d'instruction et des experts, les enquêteurs reconstituent minute par minute les événements du 23 septembre 2001. Le scénario qui émerge de cette reconstitution révèle la tragédie d'un malentendu fatal. Martine Espinosa, passionnée de conservation, avait effectivement découvert les activités de braconnage et commencé à les documenter. Non pas pour nuire aux braconniers, mais pour comprendre l'impact de ces pratiques sur l'écosystème local. Ces notes, analysées par des spécialistes, montrent qu'il envisageait de proposer aux autorités du parc une solution de médiation plutôt qu'une répression brutale. Martin était un idéaliste, témoigne Dr Lavigne lors du procès qui s'ouvre en janvier 2007. Il croyait sincèrement qu'on pouvait convaincre les gens de protéger la nature en leur expliquant sa beauté et sa fragilité.
Il n'aurait jamais voulu causer d'ennui à ces hommes, seulement les sensibiliser à la richesse de ce qu'ils détruisaient. Cette révélation accentue encore le caractère tragique de l'affaire. Si les braconniers avaient laissé Martin s'expliquer au lieu de paniquer, le jeune chercheur serait probablement devenu un allié dans la recherche de solutions durables pour concilier activités humaines et protection de l'environnement. Le procès, qui se déroule devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, passionne l'opinion publique. Les médias nationaux s'emparent de cette affaire qui cristallise les tensions entre protection de l'environnement et activités traditionnelles. Le quotidien Le Monde titre « Quand la passion de la nature coûte la vie », tandis que Libération évoque le prix du silence en Camargue. Jean-Luc Bonnard, jugé pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, est condamné à 8 ans de prison ferme. Sa coopération avec la justice et ses remords évidents lui valent des circonstances atténuantes, mais la Cour estime que son rôle d'organisateur du réseau de braconnage constitue une circonstance aggravante. Patrick Meunier et Alain Giraud écopent respectivement de 6 et 5 ans de prison ferme. Leurs avocats avaient plaidé l'influence néfaste de René Bonnard, mais les juges retiennent leur participation active aux violences et leur abandon de la victime. Carmen Espinosa se constitue partie civile et obtient 150 000 € de dommages-intérêts. Mais au-delà de l'aspect financier, cette indemnisation symbolise la reconnaissance officielle du préjudice subi par la famille et l'expression publique de regret de la société française. « Aucune somme d'argent ne me rendra mon frère », déclare Carmen à l'issue du procès. Mais cette condamnation montre que la vie d'un chercheur qui défendait la nature avait de la valeur. Martin serait heureux de savoir que sa mort a permis de mettre fin aux activités de ces braconniers. Effectivement, l'affaire Espinosa entraîne un renforcement notable des mesures de protection en Camargue. Le parc naturel régional augmente ses effectifs de surveillance, met en place un système de rondes coordonnées avec la gendarmerie et développe des programmes de sensibilisation destinés aux populations locales. La station biologique de la Tour du Valat crée en 2008 la bourse Martin Espinosa, destinée à financer les recherches de jeunes ornithologues latino-américains en France. Cette initiative, soutenue par l'UNESCO et plusieurs universités européennes, permet chaque année à 3 étudiants de poursuivre les travaux de recherche sur la migration aviaire que menait le jeune Mexicain. Dr Lavigne, profondément marqué par cette tragédie, consacre les dernières années de sa carrière à développer des protocoles de sécurité pour les chercheurs travaillant en milieu isolé. La mort de Martin nous a appris que la science de terrain comportait des risques que nous sous-estimions, explique-t-il. Nous devons protéger nos chercheurs sans pour autant les empêcher d'explorer et de découvrir. Une stèle commémorative est inaugurée en septembre 2007 près du lieu où ont été découverts les restes de Martin. Cette plaque de bronze, apposée sur un rocher naturel au bord du canal des Impériaux, porte une inscription en français et en espagnol. À la mémoire de Martin Espinosa, 1972-2001, ornithologue, dont la passion pour la nature et la science a coûté la vie. Que son sacrifice inspire la protection de ce patrimoine naturel qu'il aimait tant. Carmen Espinosa retourne au Mexique en 2007, mais maintient des liens étroits avec la Camargue. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition de son frère, elle vient se recueillir sur les lieux du drame. Ces pèlerinages annuels sont devenus l'occasion de rencontres avec les équipes de la station biologique et les gardes du parc naturel. Martin avait trouvé ici une seconde patrie, confie-t-elle lors de sa visite en 2010. Ces marécages qu'il aimait tant ont été le théâtre de sa mort, mais ils gardent aussi vivante sa mémoire. C'est ici qu'il était le plus heureux, au milieu des oiseaux qu'il étudiait avec tant de passion. Les 3 condamnés sortent de prison entre 2011 et 2013. Jean-Luc Bonnard, libéré en 2014, après avoir purgé l'intégralité de sa peine, tente de reconstruire sa vie loin de la Camargue. Installé dans la région lyonnaise, il travaille comme mécanicien dans un petit garage et évite soigneusement tout contact avec les médias. Patrick Meunier et Alain Giraud, eux, choisissent de rester dans la région.
Meunier devient guide naturaliste bénévole pour le parc naturel régional, consacrant ses week-ends à la sensibilisation des visiteurs à la protection de l'environnement. C'est ma façon de rendre hommage à la mémoire de M. Espinosa, explique-t-il. Je ne peux pas réparer le mal que nous avons fait, mais je peux au moins essayer de transmettre l'amour de la nature qu'il portait en lui. Giraud, quant à lui, s'implique dans une association de réinsertion qui aide les anciens détenus à retrouver leur place dans la société. Son expérience carcérale et sa culpabilité l'ont profondément transformé. En tuant cet homme, nous avons aussi tué une partie de nous-mêmes, confie-t-il lors d'une rare interview accordée en 2015. Vivre avec cette culpabilité, c'est une prison à vie. L'enquête sur la mort de Martín Espinosa a également révélé l'ampleur du trafic d'animaux sauvages en France. Les services de police estiment que ce marché noir représente plusieurs millions d'euros annuels, plaçant ce type de criminalité au 4e rang mondial après les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Suite à cette affaire, les sanctions contre le braconnage d'espèces protégées ont été considérablement alourdies. La loi de 2008 sur la protection de l'environnement prévoit désormais des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 500 000 € d'amende pour les trafics organisés d'animaux sauvages. En 2020, près de 20 ans après les faits, l'affaire Espinosa continue d'inspirer les chercheurs et les défenseurs de l'environnement. Plusieurs thèses universitaires ont été consacrées à l'impact de cette tragédie sur les politiques de conservation en France. Un documentaire de 90 minutes, Martín, le dernier vol, diffusé sur Arte en 2019, retrace l'enquête et interroge sur les liens entre criminalité environnementale et violence. La sœur de Martín, Carmen, devenue directrice d'une école primaire à Mexico, transmet inlassablement le message de son frère disparu. Martín croyait que l'éducation était la clé pour protéger la nature, explique-t-elle. Chaque enfant que nous sensibilisons à l'environnement perpétue son héritage. Sa mort n'aura pas été vaine si elle contribue à éveiller les consciences. En Camargue, l'écosystème que Martín étudiait avec tant de passion continue d'évoluer sous l'effet des changements climatiques. Les routes migratoires des oiseaux se modifient, confirmant les intuitions du jeune chercheur mexicain. Les données qu'il avait collectées pendant ces 6 mois de recherche restent précieuses pour comprendre ces évolutions. Dr Lavigne, parti à la retraite en 2015, garde dans son bureau une photographie de Martín prise quelques jours avant sa disparition. On y voit le jeune homme souriant, ses jumelles autour du cou, devant un groupe de flamants roses. C'était l'image même du chercheur passionné, se souvient-il. Sa mort nous rappelle que la science n'est pas une activité abstraite, mais un engagement humain qui peut parfois coûter très cher. Aujourd'hui, quand les guides du parc naturel régional de Camargue emmènent les visiteurs près du canal des Impériaux, ils évoquent souvent l'histoire de Martín Espinosa. Cette tragédie, devenue partie intégrante de l'histoire locale, illustre parfaitement les enjeux contemporains de la protection environnementale. L'affaire a également modifié les pratiques de recherche en milieu naturel. Les universités françaises ont développé des formations spécifiques sur la sécurité des chercheurs en mission, tandis que les organismes de recherche ont mis en place des protocoles stricts de suivi des équipes de terrain. Cette affaire nous montre comment la passion sincère pour la protection de la nature peut se heurter à des intérêts économiques aveugles, avec des conséquences tragiques. Le cas de Martín Espinosa illustre parfaitement les tensions qui existent encore aujourd'hui entre conservation et exploitation des ressources naturelles. Sa mort rappelle que derrière chaque combat environnemental, il y a des hommes et des femmes qui risquent parfois leur vie pour préserver ce patrimoine commun. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Aviez-vous deviné que le mobile était lié au braconnage d'animaux sauvages? Comment pensez-vous qu'on puisse mieux protéger les chercheurs qui travaillent en milieu isolé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur une affaire tragique mais révélatrice des enjeux environnementaux actuels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse à la protection de la nature. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des investigations de qualité sur des sujets qui comptent vraiment.